Bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Premier midi des conférences pour lancer la semaine de la recherche. Je me présente, mon nom est Mégane Groslo, je suis enseignante en technique administrative, mais je suis aussi responsable de la semaine de la recherche. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter deux conférenciers. Première conférence qui est Lia Tarny, qui va vous présenter le dossier d'études. Et la deuxième conférence, David Gendron, qui va vous présenter les bioplastiques. Donc, je vous invite à aller vous chercher un petit beigne à l'arrière si vous avez envie. Ils sont super beaux, mais je pense qu'ils ont l'air super bons aussi. Et vous voyez partout un petit peu dans l'œuf, il y a des petites affiches avec un petit concours. En fait, c'est un sondage qu'on vous demande comment vous avez trouvé l'expérience pour pouvoir s'améliorer dans le futur. Et vous courez la chance de gagner deux cartes cadeaux de 50 $. Donc, je vous invite à aller y répondre. Sur ce, je laisse la parole à Lia et je vous souhaite de très belles conférences. Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être là ce midi. Alors moi, je viens vous parler d'un outil que j'ai développé dans le cadre de ma maîtrise en enseignement au collégial. Donc présentement, je suis conseillère pédagogique, mais j'ai développé l'outil quand j'étais enseignante de biologie en soins infirmiers. Donc c'est un outil que j'ai développé en 2018 et je suis bien contente. Les enseignants poursuivent l'utilisation de cet outil-là présentement, puis ils l'ont même amélioré et bonifié. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, en gros, mon outil, ça s'appelle un dossier d'études. Fait qu'aujourd'hui, je vais un petit peu vous présenter l'origine de ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de mettre en place un dossier d'études? Qu'est-ce que c'est aussi un dossier d'études pour les étudiants? C'est un outil, en fait, qui me servait autant à accompagner mes étudiants dans leur technique d'apprentissage, mais aussi pour évaluer certaines notions, évidemment. Donc, c'est vraiment un outil hybride qui a été développé. Et un des buts principaux que j'avais avec cet outil-là, c'était d'assurer un enseignement explicite de différentes stratégies d'apprentissage chez mes étudiants. Je suis venue avec cette idée-là après plusieurs années d'enseignement. Puis, ce que je voyais, moi, j'avais une clientèle d'étudiants de première année principalement. Et je discutais avec les collègues de soins infirmiers. Puis là, je voyais que les apprentissages qu'ils avaient faits dans mon cours ne se transféraient pas nécessairement dans les cours de soins infirmiers où c'était super important de les utiliser. Là, je me disais, bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour que mes étudiants, finalement, gardent ces apprentissages-là, mais surtout les réutilisent dans un contexte appliqué aux soins infirmiers? Parce qu'on le sait, étudier au cégep, bien, ça s'apprend. Hein? C'est nouveau. Au secondaire, on nous l'apprend un petit peu, mais les études supérieures, c'est autre chose. Donc, je trouvais que j'avais un rôle comme enseignante pour accompagner mes étudiants dans cet apprentissage-là. Je me disais, bien, moi, j'aurais apprécié qu'on me le montre davantage comment étudier, puis ça va servir plus tard aussi pour d'autres apprentissages. Mes petites notes pour ne pas rien oublier. OK. Pour pouvoir développer les différentes stratégies d'apprentissage chez les étudiants, bien, je me suis questionnée. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que c'est finalement ces stratégies d'apprentissage-là? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de connaître comme enseignant, mais qu'est-ce que j'ai besoin de leur montrer? Donc, dans les stratégies, on a des stratégies cognitives. Donc, c'est tout ce qui permet de faciliter le classement de l'information dans notre tête, de dire, bon, mais comment on cartographie cette information-là qui nous est apportée par nos étudiants. Qu'est-ce que c'est de recopier ces notes? Est-ce que c'est de se faire des tableaux, des schémas, de planifier comment réaliser les étapes d'une tâche? Donc, tout ça, c'est des stratégies que les étudiants mettent en place, des fois inconsciemment en étudiant, mais c'est des stratégies pour lesquelles je me disais peut-être que j'ai un petit levier comme enseignant, que je pourrais les aider à apprendre ces stratégies-là. On a aussi des stratégies métacognitives. C'est important que les étudiants prennent conscience de leur façon d'apprendre, parce qu'on n'apprend pas tous de la même façon. Oui, il y a certaines voies peut-être universelles, mais il y a vraiment des façons de faire qui sont propres à chacun de nous lorsqu'on est étudiant et même encore là sur le marché du travail quand on apprend d'autres choses. Donc, on doit apprendre à planifier notre étude. On doit apprendre aussi à contrôler un peu l'environnement dans lequel on se met pour étudier pour que ce soit efficace et surtout comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on apprend. Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui est moins efficace pour nous autres? Donc, ça aussi, je me suis questionnée sur ces stratégies-là. Les deux autres types de stratégies qui existent, c'est les stratégies affectives et puis les stratégies de gestion des ressources. C'est sûr que pour avoir des stratégies d'études le plus efficaces possible,
il faut, comme personne aussi, être prédisposé à l'étude, donc avoir une certaine motivation, contrôler certains facteurs comme l'anxiété notamment. Ce bout-là, au niveau du dossier d'études, j'avais un petit peu moins d'emprise sur ce côté-là. J'avais par contre de l'emprise au niveau des stratégies de gestion des ressources. Comme étudiant, c'est important de savoir à qui on peut référer lorsqu'on a des questions, lorsqu'on a besoin d'encadrement. Donc ça, comme enseignant, je trouvais que j'avais quand même un pouvoir là-dessus avec le dossier d'études que je souhaitais mettre en place. Donc, toutes ces stratégies-là, j'en ai pris connaissance, j'ai fait les pour et les contre, qu'est-ce que je peux utiliser dans le cadre de mon dossier d'études, qu'est-ce qui s'applique moins. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour les aider, mes étudiants, en ayant pris connaissance de ce que ça nous prend pour être bon dans notre métier d'étudiant? Et c'est là que je suis arrivée avec l'idée du dossier d'études, une idée que je n'ai pas inventée de toutes pièces. J'ai pris ça dans les travaux de France Côté, qui était une enseignante en réadaptation physique. Donc, je suis tombée sur ce petit livre-là qu'on avait au service des relations pédagogiques et je l'ai dévoré vraiment d'un couvert à l'autre. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est l'outil par excellence que j'ai besoin pour mes étudiants. C'est vraiment ce que je veux mettre en place. Donc, je n'ai pas tout inventé, mais je suis partie de ce que France avait fait pour bâtir un outil qui allait vraiment servir dans mes cours ici. Le dossier d'études, pour moi, c'est important qu'il y ait un volet apprentissage et qu'il y ait un volet évaluation. Parce qu'en fait, un dossier d'études, c'est un portfolio. Des portfolios, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On voit ça beaucoup dans le monde artistique, par exemple. C'est un portfolio de présentation, on met des photos qu'on a prises ou des illustrations de ce qu'on a développé en tant qu'artiste. Puis souvent, ça nous sert à nous présenter comme artiste. Ce n'était pas le but que j'avais besoin pour un cours de bio. Je n'avais pas besoin qu'il se présente en tant qu'artiste. Je voulais plus un portfolio d'apprentissage qui permettait aux étudiants de réfléchir à leur façon d'apprendre. Dans les portfolios d'apprentissage, on voit souvent un côté auto-évaluation. L'étudiant peut écrire des petits textes, de dire, bon, bien, ça, c'est mes forces, ça, c'est mes éléments à améliorer, tout ça. Pour l'instant, je ne suis pas entrée dans ce volet-là parce que je me disais, OK, je le mets en place pour une première fois. Je vais y aller un peu plus simple. J'invitais les étudiants à réfléchir quand même, mais je ne suis pas allée dans les grandes profondeurs et les grands principes des portfolios d'apprentissage. Ça me prenait aussi un outil d'évaluation pour deux raisons. En évaluant le portfolio, on ne se le cachera pas, ça donne quand même une certaine motivation aux étudiants de s'appliquer pour le faire quand même. On leur demande de passer un temps considérable à réfléchir à leurs apprentissages, à bâtir des éléments. Donc, il fallait quand même que je lui attribue une note. Mais je voulais aussi que le portfolio que j'allais développer me permette de valider qu'il y avait certains apprentissages qui étaient faits. Donc, que les étudiants avaient compris certaines notions. Fait que j'avais vraiment un double but, portfolio d'apprentissage, puis un portfolio d'évaluation. Dans toutes mes recherches au niveau des portfolios, j'ai vu qu'il y avait des portfolios papier, il y avait des portfolios numériques. Donc, il y a des avantages, des inconvénients à chacun des modèles. Moi, je suis allée pour une version plus papier, de type cartable. Donc, les étudiants pouvaient faire les fiches à la main ou à l'ordinateur, mais ils me remettaient vraiment quelque chose de papier. Donc, je n'étais pas prête à me lancer dans la version numérique. Je me suis aussi questionnée sur la liberté que je laissais à mes étudiants. À quel point je leur imposais un format convenu? Est-ce que je leur fournis des canevas pour compléter leur portfolio ou est-ce que je les laisse aller librement? Assez rapidement, je me suis dit, j'ai des étudiants de première année, je veux les guider dans leurs apprentissages. Il faut que je fournisse certains canevas au départ pour leur donner un coup de main. Je ne peux pas juste les laisser aller librement. Et plus on avançait dans les sessions, là, plus je me permettais de leur laisser de la liberté pour développer leur outil. Donc, le format final que ça a pris, c'était vraiment un cartable dans lequel je demandais à mes étudiants d'insérer différentes fiches d'études. Les fiches, ça pouvait être des résumés qui faisaient d'une certaine portion de matière, des tableaux, des schémas de concept, des reformulations, la comparaison de deux éléments. Donc, je les encadrais vraiment en leur disant, bon, mais je veux une fiche sur telle thématique. Puis, au début, je leur donnais le format imposé avec un canevas. Puis, plus loin, je leur disais, choisis un format qui peut être bien pour toi. Est-ce que toi, tu es à l'aise avec les cartes conceptuelles? Est-ce que c'est meilleur pour toi de faire un résumé? Là, à ce moment-là, je pouvais leur laisser de la liberté vers la fin. Plus la session avançait, plus j'avais un cartable qui était bonifié.
Et ce cartable-là, les étudiants y avaient accès pendant les évaluations parce que j'avais toujours une portion de mes évaluations qui était à livre ouvert. Donc, c'est vraiment d'utiliser les notions qu'ils ont compris, qu'ils avaient déjà travaillé à la maison pour répondre à différentes situations que je leur présentais. Donc, plus leur outil était de qualité, plus c'était facile après pour eux d'utiliser cet outil-là lors des évaluations. C'était un bel avantage d'avoir le cartable aussi versus une version numérique où là, ça aurait été plus compliqué à gérer pendant les examens. J'ai bien entendu questionné mes étudiants pour voir ce qu'ils en pensaient, évidemment. Et au départ, c'était de manière informelle. Puis finalement, j'ai fait vraiment là, une collecte de données plus formelle dans le cadre de ma maîtrise. Mais vraiment, la conclusion, c'est que c'est un super outil pour accompagner les étudiants. Parce que tout au long de la session, quand les étudiants vont bâtir leur dossier d'études, le prof est toujours là en support. Donc, oui, il y a le cours, il y a le travail que les étudiants font à la maison, mais d'avoir un dossier d'études, c'est comme si ça nous donne un médium pour être en communication enseignant-étudiant pendant les périodes d'études. Donc, comme prof, je voyais ce qui se passait un peu dans la tête de mes étudiants, puis j'étais capable de leur dire, OK, ça c'est super, continue de cette façon-là, je vois que tu as vraiment bien classé l'information dans ta tête. Ou là, des fois, oups, un petit peu, on rectifie le tir, ça c'est plus difficile, je les accompagnais là-dedans. Donc, c'est vraiment un beau médium à utiliser comme enseignant. J'ai noté plusieurs avantages après avoir questionné mes étudiants. C'est sûr que ça rejoint quand même les avantages de la littérature. Donc, ceux que je vous présente au début, c'est les avantages que j'avais notés dans la littérature, puis vous allez voir ensuite que ça recoupe ce que mes étudiants ont mentionné aussi. Donc, comme je viens de vous dire, collaboration enseignant-étudiant, c'est sûr que ça, c'est un médium qui est très, très intéressant. Meilleure compréhension des façons d'apprendre. Donc, les étudiants, pour la première fois, se questionnaient sur comment ils apprenaient et sur ce que la science nous dit aussi dans les bonnes façons d'apprendre, parce qu'il y a quand même des choses qui sont documentées dans la science à ce niveau-là. Les apprenants, donc mes étudiants, étaient plus engagés aussi dans leurs apprentissages. C'est sûr que ça les obligeait à avoir une certaine constance dans l'étude, une certaine régularité aussi. Au niveau de l'auto-évaluation et de l'apprentissage réflexif, donc ça revient un petit peu à comprendre comment on apprend comme étudiant. Donc, les étudiants se questionnent sur leurs différentes façons de faire. Meilleure perception des liens entre les cours. C'est sûr que là, quand ils arrivaient en soins infirmiers, ils trouvaient que mes cours de bio, ils étaient vraiment plus importants parce qu'ils disaient hey, « oui, là, je réutilise mes notions, ça me sert dans telle situation ». Donc, pour ça, c'était quelque chose d'intéressant. J'étais plus juste une case dans leur horaire qui avait servi à accumuler des connaissances. Les connaissances avaient vraiment un pont avec soins infirmiers. Fait que ça, c'était super intéressant. Sinon aussi, les liens avec les apprentissages réalisés en classe et hors classe. C'est sûr qu'en classe, les étudiants en réalisent des apprentissages, mais le gros des apprentissages, ils vont les consolider ou ils vont les faire à la maison quand ils travaillent eux-mêmes. Donc là, à ce moment-là, je vais mettre de l'emphase sur cette période de travail-là. On le sait que les étudiants en passent des heures à la maison à travailler là-dessus. On vient donner de l'importance à ça aussi avec le dossier d'études. Les deux derniers éléments, donc meilleure prise de conscience de l'apprentissage et du rôle de l'écrit dans l'apprentissage, en obligeant les étudiants à ne pas seulement relire les éléments, mais à les travailler, à les dessiner, à les classer, à les morceler dans différentes formes. Là, ils prennent conscience que quand on les travaille, ces éléments-là, ça a vraiment, vraiment un impact sur comment ces informations-là sont consolidées dans notre tête et surtout comment on peut aller les rechercher par la suite. Et finalement, meilleure compréhension de la perception du travail et du résultat attendu, mais c'est beaucoup le regard critique aussi sur les différentes méthodes que les étudiants vont avoir utilisées au fil des sessions. Si jamais ça vous tente de vous lancer dans le développement d'un dossier d'études, soit comme enseignant ou comme étudiant, parce que oui, ça peut se faire par soi-même aussi, un dossier d'études comme étudiant, on a 4 étapes. Donc, première étape, il faut déterminer à quoi il va servir, notre dossier d'études, et quel format il va prendre. Donc, comme je vous disais tantôt, est-ce qu'on le fait à la main, est-ce qu'on le fait à l'ordinateur, est-ce que, c'est des fiches, est-ce que c'est narratif. On pourrait avoir même un dossier d'études à la limite que c'est des capsules qu'on met à l'occasion. Ça aussi, ça peut fonctionner. Donc, on détermine un peu notre format. Dans mon cas, c'était vraiment
le but derrière, c'était de développer des stratégies d'apprentissage chez les étudiants. Donc, c'était vraiment le but premier. Puis, j'avais mon but d'évaluation aussi de certaines notions qui étaient présents, là, bien évidemment. Au niveau des contenus, bien, les contenus qu'on veut mettre dans notre dossier d'études, c'est toujours aidant si on les circonscrit pour les étudiants. Les étudiants qui sont plus tard dans leur parcours vont être bons, ils vont réussir à circonscrire les contenus importants d'un cours, mais au début, quand on a des étudiants qui sont en première année, c'est important de les guider puis de les aider à cerner qu'est-ce qui est incontournable, qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qui est plus à côté, des fois, qui peut aider à la compréhension. Donc ça, c'est bien important. On se fie, c'est sûr, sur la compétence de notre cours, évidemment, mais dans mon cas, je me fiais beaucoup sur le programme de soins infirmiers. Donc, la bio, on est contributif à ce programme-là. Je jasais beaucoup avec mes profs de soins pour voir, OK, bon, bien, quels contenus sont plus importants, qu'est-ce que tu réutilises dans quel contexte, afin que ce que je demande à mes étudiants ait une cohérence avec tout ça. Mais ça m'aidait aussi à leur démontrer l'importance de ces notions-là. Pourquoi je vous demande de passer 1 heure le soir à travailler une fiche sur le diabète dans votre dossier d'études? Bien, c'est parce que vous allez passer 4, 5, 6 heures avec un prof de soins à voir comment on soigne un patient qui a le diabète. Donc, on venait mettre encore là l'emphase là-dessus. Fait que toute l'étape de déterminer les contenus qu'on y met est super importante. Ensuite, déterminer les modalités d'évaluation. Le dossier d'études, c'est beaucoup de l'évaluation formative. C'est super important d'avoir une rétroaction avec les étudiants, que l'étudiant se donne sa propre rétroaction, mais qu'il y ait un regard enseignant aussi. De dire, bon, bien voici, ça fonctionne. Oups, je te demande un résumé. Il t'a pris 4 pages de résumé. Est-ce qu'on peut essayer de le travailler pour qu'il soit plus efficace? Oups, tu as recopié vraiment tel quel. Est-ce que tu es capable de reformuler dans tes mots? Donc, vraiment d'accompagner l'étudiant là-dedans. Beaucoup d'évaluations formatives. Et dans mon cas, j'avais une évaluation sommative globale à la fin pour vraiment évaluer la progression de l'étudiant dans la maîtrise des différentes stratégies. Puis j'avais certains contenus théoriques précis, vraiment là où j'évaluais la bio. Est-ce que les notions de bio étaient comprises dans le dossier d'études? Et finalement, bien, la dernière, planifier l'utilisation du dossier d'études. Il ne faut pas juste dire aux étudiants, bien voilà, je vous fais faire ça. Il faut qu'ils soient vivants dans les cours, il faut qu'ils soient vivants hors classe aussi. Donc, j'avais vraiment des moments prévus dans mon cours où je faisais de l'enseignement explicite. J'étais au tableau, je leur expliquais comment faire vraiment une carte conceptuelle, où je bâtissais un tableau avec eux, donc comment on peut résumer les concepts. Puis, j'avais des moments aussi où je les laissais travailler et moi, je les accompagnais. Dire, OK, bon, mais toi, tu as choisi un tableau. Pourquoi tu as choisi de faire un tableau avec telle notion? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi une carte conceptuelle avec ces notions-là? Donc, j'accompagnais vraiment les étudiants dans leur apprentissage de tout ça. Avec ces 4 étapes-là, on réussit à mettre sur pied un dossier d'études. Le premier tour de roue, l'outil est correct, mais il n'est pas extraordinaire. Ça prend quand même quelques sessions avant qu'on réussisse à avoir l'outil attendu, mais ça vaut la peine de persévérer dans la mise en place de tout ça. Et surtout, c'est quelque chose qui reste pour vos étudiants. Les étudiants, je les voyais, ils traînaient leur cartable de bio, leur dossier d'études dans les cours de soins par la suite. Donc, c'est quelque chose qui était gagnant d'avoir persévéré, autant moi comme enseignante que mes étudiants d'avoir persévéré dans la mise en place de tout ça. Les collègues occupent une place quand même importante dans le fameux dossier d'études. Donc, je vous disais, communication avec les autres enseignants de notre département ou les enseignants des départements avec qui on collabore. J'avais travaillé avec les conseillers pédagogiques aussi pour m'aider à valider toutes ces idées-là, comment j'allais procéder avec la mise en place de mon dossier. Donc, la place des collègues est super importante dans la mise en place d'un dossier d'études. Finalement, officiellement, qu'est-ce que mes étudiants en ont dit? Parce que oui, j'avais des bribes, des commentaires par-ci, par-là, mais officiellement, les résultats de ma recherche, les 2 stratégies qui ont été le plus améliorées chez les étudiants, c'est les stratégies d'organisation et d'élaboration. Donc, comment structurer ces idées, comment classer la matière, justement parce qu'on a travaillé beaucoup les cartes conceptuelles, le schéma, le résumé, les tableaux. Alors, c'est vraiment ces stratégies-là qui sont ressorties davantage chez les étudiants, mais aussi le nombre de stratégies d'apprentissage que les étudiants allaient eux-mêmes utiliser dans leurs études. Donc, au départ, les étudiants avaient beaucoup moins de stratégies et plus on avançait dans l'utilisation du dossier d'études, plus les étudiants avaient mis dans leur coffre à outils des stratégies qui étaient intéressantes pour eux.
Les stratégies qui ont été mises davantage en place par les étudiants, c'est les stratégies que je leur ai explicitement enseignées. Donc, celles que j'ai plus nommées à titre d'idée, elles ont été moins mises en place par les étudiants, mais celles que j'ai vraiment pris le temps d'enseigner, les étudiants les ont adoptées. Il y en a plusieurs qui m'avaient dit, mais je n'avais jamais pensé faire un schéma pour me représenter mon étude. Bien, il y en a qui ont adhéré. J'avais des cartables de schémas, de schémas, de schémas. Il y en a que c'est les tableaux qui avaient adopté. Il y en a même qui dessinaient. J'avais des artistes aussi au travers de ça. On était en enseignement de la bio, fait que toute l'anatomie, j'en ai qui me dessinaient des cœurs, des cerveaux. C'était magnifique. Donc, j'ai vraiment là, vu une augmentation du niveau des fiches plus on avançait dans les sessions. Donc, ça, c'était vraiment encourageant. Sinon, au niveau des stratégies métacognitives, les étudiants m'ont mentionné qu'ils avaient vraiment mieux compris comment leur cerveau travaillait quand ils étaient en apprentissage. Donc ça, c'était une grande victoire pour moi. Je me disais, OK, bien maintenant qu'ils ont compris ce qui fonctionne bien, ça va les outiller pour le reste de leur cheminement scolaire, mais aussi quand ils auront des nouveaux apprentissages à faire plus tard sur le marché du travail. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. Puis, au niveau de la planification, bien, c'est sûr que moi, j'arrivais quand même avec un calendrier. Je leur demandais à tel moment d'avoir telle portion du dossier d'études de réaliser. Fait que je venais les aider à structurer leur étude aussi, de ne pas attendre 5 semaines pour se mettre à l'étude. Sinon, ça, je vous en ai parlé dans les avantages. Il y a quand même certaines limites qui ont été soulevées par les étudiants. La plus grosse limite, c'est la charge de travail. Bon, on ne se le cachera pas. C'était ma grosse limite comme enseignante aussi. C'est long faire toute cette correction-là, mais ça en vaut la peine. Et c'est encore la limite, là, quand je jase avec les profs de bio qui utilisent le dossier, c'est encore la limite qu'il y a présentement. Donc, c'est la charge de travail. On n'a pas trouvé de façon de faire pour que ce soit miraculeux, mais bon, le temps vaut vraiment la peine d'être investi. Une des choses que j'ai remarquées aussi dans la charge de travail, c'est que les étudiants, des fois, ils ne perçoivent pas que de faire le dossier d'études, ça constitue l'étude pour l'examen. Fait que des fois, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils bâtissent le dossier, puis après, qu'ils étudient pour l'examen. Alors qu'en travaillant le dossier d'études, ils ont un grand bout de chemin de fait. Donc, conscientiser les étudiants par rapport à ça, puis de leur rappeler qu'ils ont déjà étudié beaucoup en ayant bâti leur dossier d'études, c'est un des éléments là, qui serait à bonifier là, pour les prochaines fois. Sinon, mais si vous avez le goût d'en apprendre davantage là-dessus, j'ai eu la chance d'être publiée par les presses du Cégep de Thetford. Donc, mon essai de maîtrise a été publié. Et à la fin, vous avez l'entièreté des grilles de correction que j'utilisais, toutes les consignes que je donnais à mes étudiants. Donc, tout est là-dedans. Puis sinon, bien sûr, sur le site de Performa, vu que c'est un essai de maîtrise, l'essai est disponible dans son entièreté. Puis je tenais à ce que dans les annexes, même si ça fait un document volumineux, que tous les outils soient disponibles pour les profs parce que c'est ce qui est le plus long à bâtir. Fait que ça peut être réutilisé et bonifié pour ceux qui en ont. Alors voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui? Merci. Je n'ai pas fait de statistiques. Ce que j'ai, c'est du qualitatif qui me venait vraiment de la part des étudiants qui me disaient qu'il n'y aurait pas eu ces résultats-là s'ils n'avaient pas travaillé avec le dossier d'études. Mais je n'avais pas une cohorte sans dossier d'études puis une cohorte avec. Mais ce que je voyais, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont continué à l'utiliser pour d'autres cours que le mien. Donc, j'en ai déduit que, effectivement, le jeu en valait la peine de prendre ce temps-là. Puis, je pense qu'ils le gardent aussi en main pour l'examen de l'ordre des infirmières parce qu'ils ont à réétudier toutes leurs notions. Fait que ça leur fait vraiment un bel outil pour dire, mon Dieu, je vais-tu retourner chercher dans tous mes cours de bio, alors que là, j'ai un cartable de 60 pages au lieu d'avoir l'entièreté de 3 cours. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Oui, ça pourrait être totalement applicable à des cours en sciences humaines. En fait, ça s'applique à n'importe quelle matière. Il suffit juste de moduler la façon de présenter. Peut-être qu'en sciences humaines, ce serait des fiches de lecture qui pourraient être insérées dans un dossier d'études, mais les cartes conceptuelles pourraient s'appliquer aussi.
Au lieu d'avoir, par exemple, des images d'anatomie, on pourrait avoir carrément des cartes du monde pour la géographie, des choses comme ça. Fait que oui, ça s'applique à n'importe quoi, n'importe quel nouvel apprentissage. Ça pourrait s'appliquer pour le suivi d'un stagiaire, par exemple, qui est dans un centre de recherche, bien, de dire comment je peux l'amener à comprendre les différentes étapes. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait l'aider aussi avec un dossier d'études. Fait que c'est très, très versatile. J'avais une cohorte d'une vingtaine d'étudiants. J'en ai 9 qui ont vraiment voulu participer là, à la collecte de données et tout ça, mais tous les étudiants étaient obligés de faire le dossier d'études quand même. Donc, j'avais une vingtaine d'étudiants qui l'ont fait. Puis je l'ai utilisé sur quand même 3 années avec différentes cohortes, mais pour la collecte de données, c'était vraiment centré sur une cohorte. Merci beaucoup de votre écoute. Un, deux. Ah, merci beaucoup, Lia. David, je t'invite à prendre le micro pour faire le switch. Donc, la prochaine conférence, ça va être... je ne suis pas habituée de parler dans un micro. Ça va être David Gendron sur les bioplastiques. Donc, un petit rappel, si vous avez envie d'aller vous chercher un beigne à l'arrière, c'est accessible. Et de répondre aux petits sondages pour participer au concours, gagner l'une des 2 cartes cadeaux de 50 $ à la librairie L'Écuyer. Donc, ça peut être fort intéressant. OK. Bon, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci pour l'invitation aussi à partager aujourd'hui un thème qui est les bioplastiques. Donc aujourd'hui, c'est ça. Donc je vais discuter des bioplastiques, en quoi ce sont une alternative qui est prometteuse. Donc le but de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de faire un survol de ce que c'est les bioplastiques, puis aussi de voir dans quel champ d'application on peut les utiliser. Donc, les bioplastiques sont avec nous depuis déjà pas mal de temps. En fait, on les utilisait déjà dans l'époque romaine et au Moyen Âge, mais on ne les appelait pas les bioplastiques. Ils étaient connus sur d'autres noms. Donc, on peut penser par exemple à l'ambre, qui est de la résine fossilisée, donc qui était utilisée. Également, la gomme laque qui est utilisée un peu comme vernis. Donc, c'est un bioplastique naturel sécrété là, par des insectes qui était également utilisé. Et on peut penser également aussi au latex, qui est un bioplastique qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, c'était des résines naturelles, donc qui fait déjà plusieurs centaines et aussi un millier d'années qui sont utilisées. Plus récemment, donc depuis environ 200 ans, on a commencé à introduire la notion de bioplastique également. Donc, autour des années 1860, on a commencé à utiliser ce qu'on appelle du celluloïd, qui est en fait du nitrate de cellulose et du camphre. Et l'idée derrière ça, c'était de remplacer l'ivoire qui était utilisé dans les billes de billard par ce matériau-là, un peu plus, je dirais, pas éco-responsable, mais qui faisait appel aux responsabilités envers les animaux. Puis également, le celluloïd, c'est le matériau qui était utilisé dans les bobines de films. Donc, on utilisait là, pour projeter les films au cinéma. S'en est suivi un ère des produits plus pétrochimiques, donc à partir des années 1870 jusqu'à la fin des années 1900. Donc, l'industrie a introduit de nouveaux plastiques, donc ce n'était pas des bioplastiques. On peut penser par exemple au polyéthylène ou polystyrène qu'on retrouve là, notamment là, comme produit principalement dans les emballages, le PVC qu'on peut penser qu'on utilise dans les différents types de tuyaux, ou les PMMA là, comme différents matériaux aujourd'hui.
À partir des années 2000, il y a eu un éveil ou un certain engouement à utiliser, à développer vraiment des bioplastiques. Donc, c'est surtout fait via le bioplastique qu'on appelle du PLA, donc de l'acide polylactique qu'on retrouve dans plusieurs applications, comme on va le voir au cours des prochaines diapositives, puis également du PHA, les polyhydroxyalcanoates. Donc, les bioplastiques, malheureusement, représentent seulement 1 des plastiques qu'on utilise annuellement. Donc, 1 des environ des 370 millions à 400 millions de tonnes produites. 99 des plastiques qu'on utilise aujourd'hui viennent des ressources fossiles, donc de la pétrochimie. 1 vient de la biomasse, donc il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, surtout en considérant que ce qui est prévu dans les 20 ou 30 prochaines années, c'est qu'il y a une augmentation de l'utilisation des matériaux plastiques. Donc, ça devient vraiment super important de trouver une façon de les produire de façon plus éco-responsable, mais d'également considérer leur fin de vie. Donc, si possible, soit qu'on les recycle, mais aussi si on peut les composter ou par exemple, nos bioplastiques sont biodégradables. Donc, ça, c'est des données qui datent de 2016, donc ça fait déjà quelques années. Donc, j'ose espérer que la partie recyclage a augmenté sur mon diagramme. Mais voilà quelques années, puis c'est des données là, d'Environnement Canada. Donc, la très grande majorité des plastiques qu'on produisait, ça allait dans les sites d'enfouissement. Donc, on n'en faisait rien de valeur ajoutée. Environ 10 à ce moment-là, on utilisait pour les recycler, donc dépendamment du type de plastique, donc c'était possible de les recycler. Et aussi, là, entre, je dirais, quelques pourcentages, on utilisait pour de l'énergie, donc principalement dans des sites d'incinération. Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste prendre quelques minutes pour bien définir c'est quoi qu'on entend par un bioplastique. Donc, c'est un terme que j'utilise depuis le début. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, un bioplastique, en fait, c'est une matière plastique qui serait issue de sources renouvelables. Donc, ça peut être différentes sources. Donc, puis on va le voir au fil des diapositives, soit des sources de la forêt, mais aussi ça peut être des sources provenant de l'agriculture. Puis ça peut être biodégradable, mais ce n'est pas obligé d'être biodégradable dans la définition même d'un bioplastique. Ensuite, on peut la décliner le tout en deux secteurs, soit des bioplastiques qui sont biosourcés, donc l'origine du carbone qui compose le bioplastique, donc des atomes de carbone qui le composent, vient de sources renouvelables. Et souvent une emphase qui est mise sur la fin de vie, donc l'aspect de biodégradabilité. Puis bon, l'aspect bioplastique biodégradable, c'est un plastique qui est vraiment biodégradable selon certaines conditions, selon l'influence de certains éléments, donc entre autres les micro-organismes, mais ça peut être aussi la température et le temps, et la présence d'oxygène ou non. Puis bon, ça dépend aussi là, du procédé qu'on va utiliser pour le rendre biodégradable, puis ça va dépendre de la structure du plastique également. Donc, le bioplastique, on peut l'obtenir de quelle façon? Donc, il y a 3 principales méthodes qu'on peut aller chercher. Donc, la première méthode, c'est directement de la biomasse. Donc, ça, c'est super varié. Donc, ça peut être de l'amidon, ça peut être des pommes de terre, ça peut être du blé, ça peut être du riz, ça peut être de la cellulose, par exemple, l'écorce des arbres. On peut aussi aller en chercher des protéines, donc des protéines animales. On peut penser au collagène, à la caséine, mais aussi également via des huiles végétales, donc on peut modifier. La deuxième méthode, c'est de le préparer à partir de ce qu'on appelle des molécules biosourcées pour en faire des polymères à haute valeur ajoutée, donc par exemple le polyester qui compose la plupart maintenant de nos vêtements en tant que textiles. Puis on peut également produire du bioplastique à partir de micro-organismes. Donc, avec la technologie qui a beaucoup évolué, on est capable de modifier certains micro-organismes pour qu'ils sécrètent certaines molécules spécifiquement. Puis bon, ensuite, on peut les utiliser pour en faire différents types de bioplastique. Donc, le cycle de vie idéal d'un bioplastique serait celui-ci. Donc, au début, on aurait notre matière première, donc dépendamment où on veut se sourcer. Donc, ça peut être les résidus agricoles, ça peut être des résidus forestiers, on peut penser à des branches, des écorces. Donc, on va extraire cette matière première-là. Et la deuxième étape, c'est une étape de raffinage. Donc,
en usine, donc avec un procédé qu'on a développé, donc on vient sélectionner des molécules ou on vient en faire des polymères dans le même procédé, faire notre bioplastique. Puis ensuite, on vient, dans l'étape de fabrication, on vient le mouler. Donc, on vient en faire un produit concret qui va être disponible à l'utilisation. Donc, ça peut être différents types d'applications, comme on va le voir un peu plus loin. Puis ensuite vient l'étape d'élimination. Donc, on pourrait le jeter dans des contenants qui sont spécialisés. Donc, par exemple, du compost. Puis ensuite, les utiliser pour en faire du compost, donc de la matière fertile. Puis ensuite, réintroduire ce compost-là par exemple, dans la culture de maïs pour ensuite réutiliser les ressources, les résidus agricoles. Donc, on vient boucler la boucle. Donc, bien sûr, dans la vraie vie, c'est pas exactement, on n'est pas rendu là, mais ça serait, disons, un cycle idéal pour en faire un composé, pour en faire un processus qui serait vraiment éco-responsable. Quelques exemples de bioplastique avant de sauter dans les différents types d'applications. Donc, on peut penser le premier à la bagasse, qui est un dérivé cellulosique qu'on va utiliser dans la fabrication de contenants pour, par exemple, mettre la nourriture. Donc, si on va chercher du fast-food, donc c'est des choses qu'on peut mettre dedans en utilisant. Également, les dérivés PHA, les polyhydroxyalcanoate, on le voit depuis, je dirais, quelques mois. Même depuis l'année dernière, il y a eu un changement à l'utilisation des pâtes jetables. Donc, maintenant, la plupart sont faits en polyhydroxyalcanoate. Donc, on voit que ça n'a pas la même texture, mais c'est un produit qui serait compostable. C'est un bioplastique. Également, il y a l'acide polylactique, le PLA. Donc, les imprimantes 3D sont à la mode depuis plusieurs années. Puis ici, au Cégep, on en a une expertise aussi dans le cadre de nos programmes. Donc, c'est un bioplastique qu'on peut utiliser pour en faire différents objets, différentes couleurs, différentes grosseurs, différentes formes. Et un autre bioplastique qu'on retrouve couramment, c'est aussi l'amidon thermoplastique, donc on utilise comme particule de calage. Donc, quand on fait des envois de colis, par exemple, on veut que notre objet en vitre ne se casse pas, on peut utiliser des petites particules comme ça. Avant, ce qu'on utilisait, c'était du polystyrène. Donc, avec l'amidon thermoplastique, donc on a réussi à améliorer un peu le tout. Donc, quel est le marché des bioplastiques? Donc, le marché des bioplastiques, c'est, dans un sens assez simple, la grosse majorité pour les bioplastiques, c'est pour le marché de l'emballage. Donc, soit des emballages flexibles, des emballages plus rigides. Ensuite, c'est les textiles, donc les vêtements. Puis ensuite, il y a différents marchés qui représentent un peu moins d'importance, mais qui sont quand même là. Donc, le marché de l'agriculture, le marché de l'automobile et aussi le marché biomédicaux. Donc, ça va être ceux-là aujourd'hui que je vais survoler. Puis, bien sûr, il y a d'autres marchés aussi, mais qui sont un peu moins en importance. Donc, du côté de l'emballage. Donc, l'emballage, ça représente, là, c'est ça, déjà en plus, on peut faire une corrélation. Donc, l'emballage représente la majorité des déchets qui sont générés du côté des plastiques. Donc, ça s'avère que, pour les bioplastiques, ça serait un marché qui serait majeur. Donc, un bon marché à regarder. Donc, l'emballage, la moitié des déchets plastiques qui sont générés. Ensuite, c'est fragmenté en différents domaines. Vous allez voir, il y a une corrélation entre les différents domaines d'application des bioplastiques également. Donc, quelques exemples de bioplastiques pour l'emballage. Donc, on peut penser aux sacs qu'on va utiliser pour transporter nos fruits, nos légumes, nos différents objets. Par exemple, aussi des contenants pour les différents produits ou, par exemple, les contenants qu'on va utiliser pour le lait. Aussi, des compagnies qui ont développé aussi également des capsules pour le café, donc qui sont faits en bioplastique. Aussi des contenants pour le yogourt et même pour des sacs de chips qui sont faits en bioplastique. Dans ce cas-ci, c'était du PHA. Je rapporte ici 2 exemples de cas. Donc, les grandes compagnies commencent aussi à s'ouvrir à l'utilisation des bioplastiques ou du moins avoir une conscience environnementale un peu plus ouverte. Donc, par exemple, pour la compagnie Procter & Gamble, donc leur but, c'est de remplacer d'ici pour 2020, donc c'était de remplacer 25 de leurs matériaux qu'ils utilisent pour faire leurs produits. Donc, Procter & Gamble fait, par exemple, des bouteilles de shampoing. Là. Donc, remplacer le 25 de ce qu'ils utilisent comme produit de source avec des bioplastiques. Donc, entre autres, eux, ce qu'ils avaient ciblé, c'était du bioplastique, d'utiliser du polymère haute densité, mais biosourcé.
Du côté de la compagnie Coca-Cola, on voulait faire une transition 100% dans des bouteilles biosourcées. Donc, leur idée, c'était d'utiliser jusqu'à 30% de polyéthylène terephthalate, le PET, 30% biosourcé. Il y a plusieurs compagnies déjà au Québec qui travaillent là-dessus, donc sur redépolymériser le PET pour ensuite le réutiliser. Puis l'objectif, donc, c'est d'avoir des bouteilles qui soient 100% recyclables. La deuxième application, le deuxième marché pour les bioplastiques, c'est les textiles. Donc, pour les textiles, ça représente un marché qui est quand même beaucoup plus faible comparé à l'emballage, donc environ 5%. Et pour le marché des bioplastiques dans le textile, c'est surtout pour les vêtements, en grande majorité, pour les chaussures, puis ensuite, là, par exemple, pour les draps, serviettes, des trucs comme ça. Et ce qui est prévu, c'est que ça va y avoir une grosse demande qui va avoir lieu, spécialement pour les vêtements et pour les chaussures. Donc, quand on parle en textile, donc quelques exemples de textiles, de produits bioplastiques. Donc, ça peut être des ponchos, là, donc, comme l'image en A, mais ça peut être aussi d'utiliser les bioplastiques comme matière pour en faire des casques, pour en faire des bas, pour en faire des sacs, et différents types de bioplastiques qui peuvent être utilisés pour ces différentes applications-là, donc soit de l'acide polylactique, des différents polyesters, des différents polymères à base de PHA. Il y a également des compagnies qui ont poussé la donne un peu plus loin, donc qui ont fait des sacs bioplastiques. Donc, la matière qui est utilisée, c'est un bioplastique, mais qui est aussi biodégradable ou compostable. Donc, c'est, je pense, quelque chose qu'on risque de voir de plus en plus dans notre vie et dans les prochaines années. Il y a même des produits bioplastiques qui ont été intégrés dans l'industrie automobile, donc là, dans le transport. Donc, par exemple, les fibres de blé là, qui ont été remodelées en composite, mélangées avec du polypropylène pour en faire, par exemple, des composantes pour les sièges dans les voitures. La deuxième application qui est utilisée, c'est pour l'agriculture. Puis vous allez déjà avoir vu ce type de bioplastique-là, ça va vous donner une idée. Donc, un petit topo ici pour le côté agriculture. Donc, la grande majorité de la surface d'agriculture est utilisée pour le bétail, donc environ le 2/3, et le tiers est utilisé là, pour des cultures de semences. Et à l'heure actuelle, donc, quand j'avais regardé les chiffres, là, pour le bioplastique, la production de bioplastique sur les terres agricoles, c'était moins d'un centième de %. Donc, on ne compétitionne certainement pas à l'heure actuelle avec les ressources pour s'alimenter, mais ça reste que on peut utiliser différentes surfaces agricoles pour en faire des cultures orientées vers la production de bioplastique. Donc, un produit que la plupart des gens ont déjà vu en se promenant en campagne, c'est l'utilisation de toile noire qu'on utilise dans les champs pour faire pousser les semences plus rapidement, puis pour également faire un contrôle sur les mauvaises herbes, puis accélérer le tout. Donc c'est ce type de film-là qu'on utilise. C'est des films à base de polyester. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ensuite, ça se finit par se dégrader dans le sol, à se fragmenter sous l'effet de la chaleur, de la lumière, des micro-organismes. Donc, en plus, c'est un truc qui est complètement biodégradable, donc qui est utilisé ensuite avec les plantes, par exemple, les différents bioproduits qui sont générés sont ensuite réutilisés. Un autre exemple, c'est les différents pots ou contenants qu'on va utiliser lorsqu'on va acheter des plantes, par exemple, à la pépinière, etc., qu'on veut planter. Donc maintenant, la plupart des pots, on n'a pas besoin nécessairement de déraciner la plante. On peut directement planter le pot dans le sol. Puis ça va se dégrader au fil du temps là, avec l'effet des micro-organismes, la température, etc. Une autre application qu'on retrouve les bioplastiques, c'est dans le domaine automobile. Et ce n'est pas quelque chose qu'on penserait à prime abord. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais dans notre voiture, il y a beaucoup de pièces qui sont en plastique. Donc, ça a son importance pour plusieurs points. En premier, ça vient alléger la voiture. Donc, c'est une grosse amélioration depuis les années 50, 40. Donc, tout était, par exemple, plus en métaux, donc c'était beaucoup plus lourd. Et le deuxième point que ça a d'important d'avoir des différents composés plastiques dans la voiture, c'est que ça vient aussi diminuer ça vient faire une coupure sonore entre ce qu'on entend, par exemple, le moteur et le fait sur la route. Donc, il y a souvent beaucoup de membranes qui sont mis en avant entre le volant puis, par exemple, le moteur, là, justement pour réduire le son. Donc, quand on se promène
sur les routes, on ne veut pas nécessairement entendre tout. Donc, maintenant, on le sent, on est dans un habitat qui est un peu plus fermé. On peut écouter notre musique, ça ne va pas nécessairement à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de potentiel à développer ce type de plastique-là, mais en ayant un bioplastique. Donc, ça a déjà commencé à être fait. Donc, le bioplastique qui est le plus utilisé dans le domaine du transport, dans le domaine de l'automobile, c'est le PLA, donc l'acide polylactique. Ça a été utilisé, par exemple, pour en faire des sièges d'auto. Là, ça a été le cas de la Mazda Premassive déjà, je pense que ça fait 5 à 10 ans de ça. Donc, il y avait eu une preuve de concept qui a été faite, donc de faire des sièges automobiles en acide polylactique. Et puis également, là, ça rentre dans la composition de différentes pièces, ou même dans les pneus de voiture. Enfin, la dernière marché d'application de ma présentation aujourd'hui, ça va être sur le biomédical. Donc, pour les bioplastiques, ça représente vraiment un marché qui est très intéressant parce que, il y a beaucoup de bioplastiques qui sont aussi biodégradables de par leur structure chimique. Donc, ça revêt une importance particulière pour les applications en biomédical. Donc, on peut penser, par exemple, pour un relargage de médicaments, donc les capsules qu'on ingère, donc ensuite que ça puisse se dégrader dans le corps. Également aussi, par exemple, la gestion des plaies, des points de suture, qu'on utilise un bioplastique qui, après 3-4 semaines, commence à se désagréger naturellement, pas besoin de retourner chez le médecin pour le faire enlever. Même chose pour des dispositifs orthopédiques. Donc, au lieu d'utiliser des tiges en métal, il y a possibilité d'utiliser des bioplastiques qui vont permettre de tenir le tout en place pour fil du temps, si c'est voulu que ça se désagrège dans le corps, que ce soit métabolisé. C'est également pas mal utilisé en dentisterie, là, on s'en rend moins compte, mais il y a beaucoup là, de composites qui sont à base de bioplastique pour la dentisterie. Également, par exemple, pour l'ossature ou faire des squelettes poreux. Là, donc, on peut penser, entre autres, l'utilisation d'une imprimante en 3D là, pour venir fabriquer les pièces sur mesure pour les différents patients, donc qui seraient faits en bioplastique, et bien sûr aussi les différents hydrogels là, qu'on a pu utiliser pour se désinfecter durant la pandémie de COVID. Donc, moyen d'utiliser aussi les bioplastiques dans ce type d'application-là. Donc, si je fais un résumé un peu d'aujourd'hui du thème des bioplastiques, donc, ça représente une alternative qui est quand même durable et intéressante aux produits issus de la pétrochimie. Ça nous permet indirectement aussi de réduire notre empreinte carbone. Puis ça permet également aussi de valoriser la biomasse, les différents résidus que normalement on brûlerait, de les revaloriser en différents matériaux à valeur ajoutée. Puis bon, il faut se souvenir que les bioplastiques peuvent être biosourcés, donc on peut les rendre biodégradables, compostables. Puis il y en a aussi de ces bioplastiques-là qui sont oxodégradables, donc en présence d'oxygène, donc qui amorcent une certaine dégradation. Donc, merci pour votre attention. Et je suis disponible pour des questions. Oui. Je sais que, par exemple, pour l'acide polylactique, il y a un cycle de recyclage qui est spécifique à ça. Donc, on sait qu'on a de l'acide polylactique. Puis souvent, les compagnies vont le mettre de l'avant que c'est un bioplastique. Donc, ils veulent promouvoir que ce plastique-là est plus biodégradable, capable de le vendre plus cher, par exemple pour les emballages. Puis, il y a des études de marché qui ont été faites que pour des bioplastiques, les gens sont prêts à payer un peu plus cher. Donc, c'est sûr que je pense que si on en a dans des composés, dans des produits comme emballage, ça devrait être mis de l'avant pour. C'est un bioplastique, c'est pour ça qu'on vous le vend 15 % plus cher. Oui. Absolument. Pas nécessairement, oui. Donc, biodégradable, comparé par exemple au plastique normal, c'est sûr que c'est une infime minorité.
Même chose pour le biosourcé, c'est quand même une infime minorité. Puis là, bon, je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus parce que, bon, c'est pas parce qu'il y a un plastique qui est biosourcé ou biodégradable que ça va être le plus éco-responsable. Tout est une question de cycle de vie du produit, donc, puis de demande, puis qu'est-ce qu'on en fait, c'est quoi les processus qui sont impliqués aussi dans la fabrication du bioplastique. Donc, on peut avoir un bioplastique qui est biosourcé puis qui est biodégradable, mais il consomme beaucoup, beaucoup d'énergie à faire, beaucoup de ressources. Donc, à la fin, quand on regarde la production, par exemple, du polypropylène versus de ce bioplastique-là, est-ce que c'est vraiment plus éco-responsable? Non, mais il faut vraiment regarder les choses dans leur ensemble. Donc, ouais. Vas-y. Bon, c'est sûr qu'il y a l'objectif marketing, comme tu le mentionnais. Je pense qu'il y a un objectif économique aussi derrière ça, qui sous-attend à ça. Puis c'est, bon, je veux dire, si je fais un vieux pieux, ça serait pour les compagnies de démontrer qu'on est capable de faire des plastiques vraiment là, plus éco-responsables que ce qui se fait avec des plastiques traditionnels. Mais on est encore à un point que c'est vraiment une question d'économie puis de marché, là, de positionnement de marché, puis d'aller chercher une nouvelle part de marché, de compétitivité. Malheureusement, c'est ce qui m'apparaît la réponse en ce moment-ci. Là. Oui. Ce serait une excellente suggestion d'aller vers ce côté recyclage. On voit bon, que nos infrastructures, déjà, on a beaucoup de difficultés à recycler des plastiques, je dirais, plus conventionnels. Mais ça va demander de développer une filière plus spécifique pour ce type de matériaux-là, qui sont compostables ou biodégradables. Malheureusement, ce n'est pas en place à ce moment-ci, là, mais c'est une excellente suggestion d'aller vers ce type de procédé-là pour les revaloriser. Mais ça va prendre ça si on veut faire une transition qui va être raisonnable. Ouais. Excellent. Merci beaucoup, David. C'est super intéressant. Merci à tous d'avoir été présents. Donc, il reste des bangs s'il y en a qui veulent aller se resservir. Et ne pas oublier de répondre au petit sondage pour participer au concours. C'est 5 petites questions là, super rapides. Donc, sur ce, je vous invite à revenir demain. Il va y avoir également 2 autres conférences qui vont être super intéressantes. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée.